Bien, bonsoir chers collègues. J'ouvre la séance, je désigne un secrétaire de séance, c'est c'est Virginie Vidoretta, la plus jeune du conseil. Absent excusé ayant donné délégation de pouvoir, Joël Massy m'a donné pouvoir, Caroline Guise a donné pouvoir à Brigitte Nabé-Girard, Natacha Bochen a donné pouvoir à Virginie Vidoretta, Thierry Diremer à Gilles Bouey, Karine Largouet à Gilles Pruvot, Clément Mézergue à Anne-Marie Sarrazin, Frédéric Malville à Philippe Girard, c'est bien ça? Surprenant. Aline Fontaine a donné pouvoir à Marc Boisseau, c'est très républicain, et Sophie Carrère a donné pouvoir à André Vessière. Il y a donc beaucoup d'absents excusés ce soir. Des remarques au sujet du procès-verbal de la séance du 11 avril. Monsieur Vessière, Monsieur Boisseau. Très bien, le procès-verbal est donc approuvé. Les registres vont circuler pour signature. Je vous remercie. Alors j'ouvre ce conseil très technique, un petit conseil municipal dans un contexte assez particulier. Je suis obligé d'en dire quelques mots à titre liminaire. Je ne vais pas être trop long. Rappeler à tout un chacun que le président de la République a fait le choix de redonner la parole au peuple dimanche prochain, et donc nous élus rebelote deux dimanches de suite. Les isonnés aussi sont appelés à venir voter dimanche 30 et dimanche 7 juillet. On traverse indiscutablement un contexte politique somme toute assez grave. Il me semble qu'on traverse une vraie crise politique et institutionnelle, et à titre personnel, je pense même que nous sommes au bord du gouffre. J'appelle tout un chacun évidemment à aller voter, à la jeunesse en particulier, je leur dis allez voter, aux anciens je leur dis n'oubliez pas de transmettre, la transmission est la mère des batailles. Aux isonnés, à tous les isonnés, quel que soit leur vote, je leur dis essayons de préserver autant que possible notre unité. Il y en aura peut-être besoin dans les jours qui viennent. J'ai peur qu'on ait un pays un peu fracturé, tout petit peu fracturé, et à l'échelon municipal en tout cas, on fait tout pour préserver cette unité, et j'invite tout un chacun à faire bloc dans le respect de nos différences. En ce qui me concerne, je ferai avant tout bloc à titre personnel pour éviter que le pays se jette dans des abîmes qui, à titre personnel évidemment, m'effraient. On aura évidemment l'occasion d'en rediscuter. Mais bon, allons voter. Voilà. Élément de contexte assez saisissant, qui est national. Je le dis, je ne crois pas en tout cas qu'il y ait une quelconque corrélation entre ce que nous réalisons à l'échelon municipal et ce qui se passe à l'échelon national. On peut le regretter d'ailleurs, on peut regretter que notre action locale ne porte pas davantage. Peut-être qu'on pêche par manque de pédagogie, peut-être qu'on pêche par défaut de communication, peut-être qu'on pourrait être meilleur en tout cas dans l'explication de ce qu'on fait, de ce qu'on essaie de faire en tout cas à l'échelon local, mais je confesse être non pas surpris, loin de là, mais saisi pour ne pas dire sidéré par la crise politique institutionnelle qu'on traverse. Et le moins qu'on puisse dire, en tout cas de mon point de vue, c'est que nous ne sommes pas aidés par ceux qui pourraient avoir un rôle de tempérance. Voilà, donc contexte un peu compliqué, et je remercie évidemment tous les élus qui seront présents dimanche pour organiser ces élections législatives. Je me permets un tout petit aparté très personnel, qui n'aurait peut-être pas sa place
dans ce conseil, mais que je me crois obligé de réaliser néanmoins, par acquis de conscience. Je dois une grande partie de mon engagement municipal à un monsieur, Gilbert Chabot. Alors, personne ici ne connaît Gilbert Chabot. Gilbert Chabot était maire de Saint-Pierre-de-Frugy. Alors Saint-Pierre-de-Frugy, c'est une petite commune de 400 habitants en Dordogne, dans le Périgord vert, Dordogne-Limousin, mais appartenant en tout cas au 24. Et Gilbert Chabot était élu une première fois maire en 2008, a été réélu en 2014, de nouveau réélu en 2020. Et je dois à Gilbert Chabot en grande partie mon engagement municipal, puisque c'est lui qui, en 2014 en tout cas, m'a incité, m'a encouragé à m'engager, alors même que nous n'avions pas grand-chose de commun. Peut-être des traits de caractère, mais certainement pas une sensibilité politique, puisque c'était un maire de droite. Et j'ai appris ce matin le décès de Gilbert Chabot en cours de mandat, donc, et je me sentais obligé à titre personnel, tant je lui dois, de simplement, non pas vous demander de respecter une minute de silence à son honneur, puisqu'il n'est pas isonné et n'a pas été élu à Ison, mais en tout cas, juste vous confesser que je dois beaucoup à ce monsieur qui était un maire très discret, un maire travailleur, un ancien chef d'entreprise, un homme de droite, donc un homme de droite, grand amateur de rugby, et homme de tradition. Et, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est un maire qui a réussi à développer son petit village de Saint-Pierre-de-Frugy grâce à l'écologie. C'est très surprenant comme mélange, vous voyez. Mais voilà, Gilbert Chabot s'est emparé de l'écologie dès 2008 pour faire revivre son village. Et j'invite tout un chacun à aller aujourd'hui à Saint-Pierre-de-Frugy pour voir un petit peu combien le bon sens paysan marié à la nécessité écologique peut porter ses fruits pour redynamiser un village. 400 habitants, allez à Saint-Pierre-de-Frugy aujourd'hui, parlez-en aux pétrofrugiens, puisqu'on les appelle comme ça, et ils vous diront tout le bien qu'ils pensent de l'action de Gilbert Chabot. Donc voilà, une leçon d'engagement, un maire très engagé, avec qui je ne partageais pas grand-chose en matière de sensibilité politique, mais qui, depuis que je suis maire, déjà quand j'étais opposant, me filait des leçons régulièrement, rare étaient ses mots, mais à chaque fois ses mots portaient. Et quand j'ai été élu maire, il a été tout particulièrement bienveillant. Voilà. Donc Gilbert, c'est pour toi. J'attaque ce petit conseil technique, première délibération, au sujet de l'attribution de subventions exceptionnelles. Gilles Boyer, je te laisse la parole, Gilles. Bonsoir. Donc en premier, il s'agit des attributions de subventions exceptionnelles. Nous avons voté le BP 2024 au mois d'avril pour les subventions aux associations. Nous avions gardé une réserve de 6 000 €, que nous avions expliqué pour quelles raisons, etc. Donc là, il arrive le moment de redistribuer ces 6 000 €. Donc nous avons fléché sur 4 associations. Il y a l'association de l'Aïkido pour 2 500 € avec l'organisation de leurs 30 ans. C'est les 30 ans du club. Cette fête aura lieu le 29 septembre. Oui, 29 septembre. Et donc on va les aider à hauteur de 2 500 €. Également 500 € pour l'association de handball. Je ne le prononce jamais bien, excusez-moi. Plus facile pour le foot. Bref, donc 500 € pour le hand. Ils ont organisé leurs 30 ans au mois de juin, donc on les a aidés à hauteur de 500 € pour des locations des structures gonflables. Et donc ça a été a priori une superbe journée, donc c'est très bien ce qu'ils ont pu faire. 2 000 € pour l'association alpiniste mucoviscidose. Ça c'est un jeune d'Ison qui part monter le Mont Blanc. Et donc on a décidé de l'aider afin de réaliser son rêve à 17 ans. C'est beau et c'est bien ce qu'il fait. Comment ? Oui, atteint la mucoviscidose, pardon. Donc c'est très bien ce qu'il fait, donc on l'accompagne dans ce projet-là. Et enfin 500 € à l'association Connexio. Connexio, c'est de l'informatique pour tous, offert aux Isonnais.
Et donc on a décidé également de les subventionner à hauteur de 500 €. Donc un total de 5 500 € qui était budgété sans problème. Donc on demandera à Monsieur le maire de signer ces subventions avec ces associations-là, si vous êtes d'accord. Oui, on en avait déjà discuté avec tout le monde, il y a consensus sur le sujet, l'enveloppe était prévue au budget, il restait à préciser, à déterminer comment est-ce qu'on allait affecter ces subventions exceptionnelles. Et je rends tout particulièrement hommage à Dominique Touron et aux 30 ans du club d'aïkido. J'espère qu'ils organiseront une très belle fête fin septembre. D'ailleurs, je le dis à l'ensemble des Isonnais, on va tout faire pour que autour de cette fête du club d'aïkido, qui organise vraiment une super journée, hein, sur la culture asiatique davantage que sur la seule pratique de l'aïkido, le dimanche 29 septembre, on va essayer de greffer un petit peu notre action culturelle et de faire à l'Aïga une petite semaine autour de la culture asiatique. Et je pense que ce sera un grand moment de culture Aïzon. Voilà. Des questions peut-être au sujet de ces subventions exceptionnelles? C'est OK pour tout le monde, je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre délibération au sujet d'une convention de mise à disposition d'équipements municipaux auprès de l'association Football Club Mascaré. Gilles, je t'en prie. Merci. Oui, donc il s'agit simplement avec toutes les associations, nous avons signé, depuis que nous sommes élus, nous avons signé une convention avec elles pour la mise à disposition des bâtiments communaux, de ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Aujourd'hui, le FC Mascaré, nous leur avons permis d'avoir une nouvelle structure. C'est un modulaire aménagé à l'intérieur avec une cuisine, ni plus ni moins, avec pas mal d'outillage dedans pour cuisiner et passer des bons moments. Donc il s'agit simplement d'intégrer ça à l'intérieur de la convention. Donc nous avons refait la convention avec le FC Mascaré pour une durée de 2 ans et nous demandons donc à Monsieur le maire de conventionner avec le FC Mascaré pour cette nouvelle convention. Très bien, des questions au sujet de cette convention? Donc je rappelle que là encore, conformément à nos engagements, on fait tout pour développer la vie associative et l'idée, la matrice de ce qu'on est en train de réaliser au Stade de la Node, c'est vraiment de faire du Stade de la Node un lieu de vie à disposition des adhérents du Football Club Mascaré et ils sont plutôt nombreux et pour l'instant en tout cas très satisfaits de ce nouvel équipement qui est mis à leur disposition. Pas de questions? Très bien, je le passe au vote. Qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Je laisse la parole à Brigitte Nabé-Girard, s'agissant d'un recours au contrat d'apprentissage. Chère Brigitte. Monsieur le maire, mes chers collègues, depuis déjà quelques années, les collectivités territoriales ont la possibilité d'avoir recours à l'apprentissage, donc de former des apprentis. Peu s'engagent dans cette voie et Izon fait partie de ces quelques communes qui ont envie de former des apprentis. Donc la délibération que l'on présente ce soir va nous autoriser à faire un certain nombre, à approuver déjà le recours au contrat d'apprentissage, à effectuer un certain nombre de démarches et notre apprenti sera affecté aux espaces verts. Il aura donc un maître de stage et ce conseil va permettre donc de pouvoir recruter. Je me félicite que notre commune soit une des rares communes, en tout cas, à contribuer au développement de l'apprentissage. Y a-t-il des remarques, peut-être, des observations sur ce contrat d'apprentissage? Très bien, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Brigitte, tu conserves la parole pour une mise à jour du tableau des effectifs. Alors là, c'est la délibération sur les délibérations techniques, les mises à jour de tableau des effectifs. Là, il s'agit donc notamment de stagiairiser un agent en fin de contrat à durée déterminée, puis de mettre un peu de l'ordre dans tout ce qui relève de la promotion interne. Voilà, donc pouvoir stagiairiser un agent, c'est aussi permettre de résorber les emplois précaires, et c'est ce qu'on essaie de faire à Izon du mieux possible et dans la mesure bien évidemment de nos budgets, qui ne sont pas extensibles. Donc nous sommes prudents et nous avançons sur ces projets. Je passe au vote. La délib. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On poursuit sur les tableaux effectifs, cette fois-ci s'agissant d'avancement de grade, Brigitte. Alors, les avancements de grade, eh bien, il y a tout un cadre pour qu'un agent puisse obtenir un grade plus important, et c'est cette dynamique-là de mobilité des agents que l'on présente et que l'on doit mettre à jour
un peu plus que chaque année, puisque là, on a des mises à jour qui vont concerner le mois d'octobre et le mois de décembre. Les questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Brigitte, toujours toi, s'il te plaît. Alors maintenant, la promotion interne, on a les avancements de grade et la promotion interne. Et dans la promotion interne, on a notamment, on promeut les agents qui ont obtenu leur concours. Voilà, et ça a été le cas parce qu'on est aussi proactif pour que les agents puissent partir en formation. Et donc c'est le cas. Ces délibérations ont obtenu des avis favorables du comité social territorial et bien évidemment de la commission ressources. Il est important d'insister effectivement sur l'avis favorable des représentants du personnel et donc sur le parfait consensus autour de ce sujet. Est-il des questions? Je passe à délibéré vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Autre délibération concernant le règlement intérieur des temps périscolaires qui donne lieu à une modification. Delphine, je t'en prie. Oui, en fait, nous avons souhaité modifier le règlement intérieur puisque nous constatons depuis quelque temps une recrudescence de problèmes de comportement au niveau des enfants. Et donc, il était nécessaire de recadrer un peu plus le règlement intérieur et notamment pouvoir noter qu'on pouvait exclure des enfants temporairement du service périscolaire puisque le service est un service que nous rendons aux familles, mais c'est vrai qu'à un certain moment, il y a des limites au niveau du comportement des enfants et on ne peut pas tout accepter. Donc il était nécessaire de recadrer ce règlement intérieur et de même nous avons aussi rajouté une ligne concernant vraiment l'inscription. Jusqu'à présent, il n'était pas noté dans le règlement intérieur précisément que si un enfant n'était pas inscrit, on ne pouvait pas le prendre. Là maintenant, tout enfant qui ne sera pas inscrit au service périscolaire ne pourra pas être admis le jour de la rentrée à la cantine ni au service de garde, à la garderie. Donc en fait, nous demandons au conseil municipal de bien vouloir voter pour ce nouveau règlement intérieur. Des questions peut-être sur ce règlement intérieur? Sujet national, j'ai envie de dire. Sujet national et dont j'ignore exactement quelle est la cause. Et je ne suis pas certain, à titre personnel, que modifier un règlement intérieur soit un remède. Enfin, en tout cas, le problème est là. Effectivement, il y a de plus en plus d'incivilités et des comportements parfois qui sont très étonnants, en particulier sur le service de restauration scolaire. Je le dis quand même, quoi qu'on inscrive dans ce règlement intérieur, de fait, quand il y a un mauvais comportement à l'école, de fait, en tout cas s'agissant des comportements les plus graves, les élèves sont systématiquement reçus dans mon bureau en compagnie des parents. On discute, on recadre, ça se passe souvent comme ça. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion, nous n'avons pas eu l'occasion d'exclure temporairement un enfant des services périscolaires. Ça pourrait arriver demain, mais il est bien évident que je ne le souhaite pas. Et personne au sein du conseil ne le souhaite. Simplement l'inscrire dans le règlement intérieur qui est censé en tout cas être lu en début d'année par chaque famille, par chaque parent, peut-être avoir un peu d'utilité. Delphine. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'en fait, au début de l'année, à la rentrée scolaire, la responsable de la cuisine, Myriam Pierron, va passer dans toutes les classes, parce qu'en plus, elles ont écrit une charte. Et là, pour le coup, ça va être une charte qui va être discutée avec les enfants dans toutes les classes, et pour qu'elles puissent voir avec eux ce qu'ils entendent par le respect de certaines consignes. Donc, c'est pas quelque chose qui va être juste signé comme ça. Le règlement intérieur, c'est vrai qu'on demande aux parents de bien le lire, mais la charte, ça sera vraiment un travail qui va être fait entre la cuisine et les élèves, pour que les élèves prennent vraiment conscience qu'à la cantine, on ne fait pas n'importe quoi. Mais le problème se pose aussi certaines fois au niveau de la garderie, mais là, le travail sera fait pas sur le temps scolaire, ça sera fait au niveau de la garderie. Très bien, je te remercie de ces précisions. Y a-t-il des questions peut-être sur cette modification du règlement intérieur? Toujours pas de questions. Très bien, je passe cette modification au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Très bien, je vous remercie. Autre délibération à l'ordre du jour, s'agissant de l'acquisition de terrain à proximité immédiate du port d'Ison, auprès du conseil départemental de la Gironde qui en est actuellement propriétaire. Donc le conseil départemental de la Gironde est aujourd'hui propriétaire de plusieurs parcelles très intéressantes qui jouxtent le port d'Ison, et notamment une parcelle sur laquelle on trouve un quai, un gros quai, un beau solide quai de déchargement. On avait ciblé notamment ce quai comme étant un lieu pouvant permettre en tout cas aux Isonnais d'accéder davantage à la Dordogne, peut-être d'y réaliser un point de vue très intéressant sur la Dordogne, un carnet pédagogique ou que sais-je. Les idées ne manquent pas en tout cas, mais il me semble qu'on a tout intérêt à être propriétaire de cette parcelle, sachant que dans le cadre du plan paysage qui a été construit en lien avec la population, on a ciblé plusieurs actions au sein de ce plan paysage pouvant s'inscrire sur le port de la Dordogne. Donc comme notre intention c'est vraiment de réinvestir en quelque sorte ce port, de permettre aux Isonnais davantage d'accès au port et de renouer, de retisser un petit peu les liens avec la Dordogne qui étaient étroits il y a quelques décennies mais qui sont un petit peu perdus au fil du temps. Il nous paraît très intéressant de faire l'acquisition de cette parcelle auprès du conseil départemental. La parcelle fait un peu plus d'1 hectare, quasiment 1,2 hectare, et le conseil départemental nous propose un prix de 11 995 €, soit quasiment 1 € le mètre carré. Je précise qu'une servitude de passage est transmise avec cette vente. Nous sommes fonds servants et donc nous serons débiteurs d'une servitude de passage, d'un droit de passage aux propriétaires qui habitent sur les parcelles qui sont juste à côté des parcelles du conseil départemental. Et on fera tout, je le dis de suite, pour ne pas alarmer les uns ou les autres, on fera tout pour respecter autant que possible la quiétude de ces propriétaires. Mais je suis gardien, je le répète, de l'intérêt général et non pas des intérêts particuliers. Donc je ne suis pas là pour défendre l'intérêt de tel ou tel. Je suis plutôt là pour essayer de construire des projets qui correspondent à l'intérêt général. Et il correspond à l'intérêt général que les Isonnais aient davantage accès à la Dordogne et puissent jouir, bénéficier de points de vue remarquables sur la Dordogne. Y a-t-il des questions peut-être sur cette acquisition de terrain auprès du conseil départemental et sur la finalité surtout de cette acquisition de terrain? Pas de questions? Très bien, je passe cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Autre délibération s'agissant d'approuver une convention d'application entre le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la commune d'Ison au sujet de la valorisation d'espaces naturels sensibles. Pour rappel, nous avons fait l'acquisition l'année dernière de terrain dit entre nous terrain Fédieu, terrain Bernard Fédieu, pour une contenance de 21 hectares, donc 21 hectares en pleine palue. Des parcelles qui ont été ciblées comme relevant d'espaces naturels sensibles, et ces espaces naturels sensibles évidemment doivent être gérés au mieux. Pour gérer ces terrains, la commune a conclu une convention de coopération d'une durée de 4 ans avec le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, et cette convention doit aujourd'hui être déclinée pour savoir quelles sont les actions de gestion de cet espace que nous allons réaliser en lien avec le Conservatoire en 2024. Il s'agit de faire un inventaire floristique, écologique, de réaliser une cartographie des habitats, d'étudier les fonctionnalités des zones humides qu'on trouve sur cette palue et évidemment d'assurer une animation territoriale pour que ce projet vive. Et c'est précisément l'objet de cette convention d'application avec le Conservatoire d'espaces naturels. Le budget alloué pour cette année 2024 s'élève à 10 433 € et sur 10 433 € qui vont couvrir donc les frais de gestion et d'animation de cet espace, il reste à la charge de la commune 20%, soit 2 000 € et nous allons chercher grosso modo 80% de subvention pour animer cette convention. Je précise qu'en fin d'année, nous allons réaliser un comité de pilotage. Nous allons mettre en place un comité de pilotage qui va réunir élus, experts, techniciens et donc les agents du Conservatoire d'espaces naturels pour faire un petit peu le point, le bilan sur le travail qui aura été réalisé par le Conservatoire des espaces naturels. Y a-t-il des questions peut-être sur cette convention
à tisser avec le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Pas de questions? Très bien, je la passe au vote. Qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Dernière délibération, pas la moindre, enfin, c'est pas la plus excitante de l'année. S'agissant d'approuver un règlement de voirie applicable sur la commune. Alors le règlement de voirie, grosso modo, c'est un règlement communal qui s'applique à tous les habitants de la commune et à toutes les entreprises de la commune qui réalisent des travaux sur la voirie. Et vous êtes peut-être nombreux à observer comme moi que parfois certains font une tranchée par exemple sur la voirie et que la route n'est pas correctement remise en état. C'est peu dire, ça arrive plutôt souvent. Jusqu'à présent, la commune était en quelque sorte dénuée de fondements juridiques pour exiger des différents concessionnaires, prestataires ou particuliers qu'ils remettent la route dans un parfait état, en tout cas dans un état conforme à l'état qui était celui de la route avant les travaux. Pourquoi est-ce qu'on était un petit peu à poil, si je puis dire? Parce que nous n'avions pas de règlement de voirie. Je sais, parce que j'avais déjà entendu sous le mandat précédent, que ça faisait plusieurs années que la commune ambitionnait, en tout cas, portait l'ambition d'adopter un règlement de voirie. C'est enfin chose faite. Une commission a été mise en place. Je salue en particulier le travail de Thierry Dubreuil et des services techniques qui ont bossé sur ce règlement de voirie. Ça a donné lieu à consultation des principaux concessionnaires de la place, Enedis, Suez, GRDF, France Télécom, enfin ex-France Télécom ou que sais-je. Il n'y a pas eu d'observation critique. On s'est plus ou moins calé sur ce que faisait le département dans les grandes lignes en tout cas. C'est un règlement qui va nous rendre service. Je n'en attends pas des miracles. Enfin, en tout cas, il va nous donner un fondement juridique pour pouvoir exiger des entreprises en particulier qu'elles fassent des travaux et qu'elles remettent la voirie dans l'état dans lequel elle se trouvait avant qu'ils réalisent leurs travaux. C'est ce règlement de voirie que je vous propose d'adopter ce soir. Y a-t-il des questions peut-être au sujet de ce règlement de voirie qui a été discuté en commission, sur lequel il y a consensus? Pas de questions. Très bien, je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Pour terminer, s'il vous plaît, d'abord, je dois vous faire part de certaines décisions que j'ai dû prendre et ensuite, j'ai quelques informations à vous livrer. S'agissant d'abord des décisions du maire que je me dois de communiquer au conseil municipal, d'abord, un contrat de location de la licence 4 dont était propriétaire la commune a été conclu avec l'association Les Écoludiques, contrat de location qui court pour une durée de 3 ans. Pour rappel, Les Écoludiques est l'association qui assure désormais la gestion, l'ouverture et la gestion du bar associatif qui se situe à Borgès. Je ne serai pas foutu là ce soir de vous donner les horaires d'ouverture de ce bar qui évolue constamment, mais enfin bientôt ça va être stabilisé. Mais en tout cas, je salue l'installation de ce bar associatif. Cette licence 4, nous en étions propriétaires depuis plusieurs années. Et je rappelle qu'il nous restait quelques mois pour la louer. À défaut de quoi? À défaut de la louer, elle devenait caduque en quelque sorte. Et donc plus personne n'aurait pu utiliser cette licence 4 sur le territoire communal. Donc c'est une licence 4 qui il y a très longtemps appartenait à la brasserie de Lormeau, il y a plusieurs années. Et qui au moment où elle a été rachetée par les actuels propriétaires de Lormeau, a été racheté par la commune pour le prix de 5 000 €, je crois, à l'époque. J'étais pas maire à l'époque, hein, c'est Anne-Marie Roux et son équipe qui avaient procédé à cette acquisition. Mais il était plus que temps de remettre cette licence 4 dans le circuit pour que de nouveau on puisse utiliser ces choses faites. Et je salue l'arrivée de ce bar associatif. Et j'invite évidemment les Lyonnais, pour ceux qui ne connaissent pas, à découvrir ce bar associatif et s'offrir de ma part. Nombreux sont les élus à n'avoir jamais foutu les pieds au sein du bar associatif qui, pour information, s'appelle Au lieu dit Café Associatif, géré donc par l'association Les Écoludiques que je salue. Deuxième décision que je dois communiquer concernant le lancement de la commande artistique pour la halle sportive pour un budget de 10 000 € et concernant l'attribution de cette commande artistique pour la future halle sportive à un artiste qui s'appelle Guillaumite. Alors je ne sais pas si Guillaumite c'est son nom de scène, son nom d'artiste, ou si c'est son véritable nom. Guillaumite a donc remporté le concours qu'on a lancé en lien avec les services de la DRAC. 3 artistes ont été retenus au départ et après audition devant le jury, avec l'appui des services de la DRAC, nous avons décidé d'attribuer cette commande artistique à l'artiste dit Guillaumite, qui est très connu sur la place publique en matière de street art. Si vous tapez Guillaumite sur Google, vous verrez que ce garçon est très connu et que ce qu'il réalise est absolument remarquable. Pour rappel, hein,
Il s'agit de doter notre future halle sportive. Et le chantier va démarrer incessamment sous peu, septembre, grosso modo, premier coup de pioche. Et on espère une livraison en fin d'année, en étant relativement optimiste, je l'espère pour décembre, en étant relativement optimiste. Donc l'idée, c'était de faire un terrain de jeu, un sol sportif assez original. Et donc Guillaume Hitt nous a présenté un projet pour aménager ce sol sportif qui nous a plutôt convaincus, et par ailleurs de doter la halle sportive d'une fresque, une fresque qui sera assez longue, qui sera visible de loin, histoire de marquer un petit peu le territoire. Et là encore, le projet artistique que nous a présenté Guillaume Hitt a plutôt objectivement remporté tous les suffrages. Donc c'est Guillaume Hitt qui remporte ce marché pour un budget de 10 000 €. Enfin, toujours concernant la halle sportive, votre décision concernant l'attribution du lot 2, c'est-à-dire le bâtiment textile en soi, la halle sportive en soi, à la société SMC2 qui est spécialiste en France. C'est un des spécialistes en France en tout cas de ce genre de produits, les halles sportives, pour un montant de 644 965 € TTC. Et donc on aura en décembre notre future halle sportive, et SMC2, une fois encore, un acteur très connu. C'est eux notamment qui avaient fait la halle sportive Royan, que nous sommes quelques-uns à avoir visité. SMC2 a remporté donc le marché pour un montant de 644 965 €. Livraison espérée en décembre. Autre décision concernant la délégation du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine pour une parcelle située rue du Sablonnat pour un montant de 240 000 €. La parcelle de mémoire fait 2000 m², j'ai un petit doute. Sur cette parcelle, il y avait un projet de division parcellaire pour y faire 2 logements en accès libre. En lien avec l'État, évidemment, je ne vous refais pas le portrait de la situation, mais enfin, vous connaissez la situation d'Iso en matière de logements sociaux. Il a été convenu de s'en remettre à l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine pour challenger différents bailleurs sociaux, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire sur cette parcelle. J'ai pas de nouvelles de l'EPF pour l'instant, mais on pourrait faire entre 4 et 6 logements sociaux sur cette parcelle qui est très bien placée puisqu'elle a 2 accès. Un accès sur la rue du Sablonnat et un accès sur la rue des Anciens Combattants. J'attends évidemment la position de l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine. Ça se trouve, ça va absolument pas être préempté par l'EPF. Et la division parcellaire avec 2 logements va peut-être voir le jour. Je n'en sais strictement rien. C'est l'EPF qui a la main. Dernière décision que je dois communiquer au conseil municipal concernant des provisions pour risques et charges exceptionnelles des actifs circulants dans le cadre d'un contentieux avec des administrés pour un montant de 12 500 €. Alors c'est un petit peu long, mais vous le savez, grosso modo, nous avons été assignés devant le tribunal administratif de Bordeaux par un couple mécontent de la tyrolienne que nous avons installée en lien avec le conseil municipal des enfants sur l'allée des Pavillons. Ce couple considérant que cette tyrolienne leur cause un trouble anormal de voisinage. Ils se plaignent du bruit, ils se plaignent de ce que les gamins regarderaient depuis l'eau de la tyrolienne à travers leurs fenêtres. Et donc ça a pris des proportions que je n'aurais pas imaginées il y a quelques mois. Mais en tout cas, nous avons été assignés. Ces riverains réclament 10 000 € de dommages et intérêts et nous exposons évidemment à des frais d'avocat. Donc on provisionne 12 500 €. Mais, je dis bien mais, dans le même temps, nous avons ouvert une procédure de médiation avec ces riverains. Nous avons été conviés à accepter cette procédure de médiation, que j'ai accepté évidemment bien volontiers, parce que je préfère me mettre d'accord avec des isolés mécontents plutôt que de finir devant un juge. Et pour l'instant, l'acte 2 de cette médiation est plutôt positif. Il semblerait qu'on puisse trouver un terrain d'entente en leur aménageant tout simplement sur une petite butte de terre qui aurait le long de leur clôture un aménagement paysager qui est parfaitement conforme au projet qu'on a par ailleurs sur l'allée des Pavillons. Et il semblerait qu'en réalisant cet aménagement paysager, pour les mettre un petit peu à l'abri des regards, il semblerait qu'ils seraient prêts, je suis très prudent, qu'ils seraient prêts à renoncer à leur action contentieuse contre la mairie. Je précise quand même que cet aménagement paysager, je leur avais proposé il y a plusieurs mois. Quand je leur avais proposé il y a plusieurs mois, ils avaient refusé. Ça ne les avait pas empêchés de nous assigner, de saisir le tribunal administratif. Donc j'espère que la raison l'emportera. Je suis plutôt optimiste, même si les échanges de mails qu'on a pour l'instant s'agissant de l'acte 3, l'acte 3 ce serait la conclusion de la médiation. Pour l'instant, ces échanges de mails m'inquiètent un petit peu. Voilà. Donc la suite au prochain numéro, peut-être qu'en septembre, je vous annoncerai qu'on a réussi à trouver un accord avec ce couple. Je répète
que l'allée des pavillons est un espace public qui a donc vocation à accueillir du public, qu'on trouve sur cette allée des pavillons depuis quantité d'années une aire de jeu qui rencontre un grand succès auprès des familles isonnaises. Et il n'est pas dans mon intention de changer cette vocation de l'allée des pavillons. Ce n'est pas parce qu'on nous menace d'engager notre responsabilité devant le tribunal administratif que je vais renoncer à cette fonction d'intérêt général, d'intérêt social de l'allée des pavillons. Nous sommes là pour veiller à l'intérêt général, nous ne sommes pas là pour veiller aux intérêts particuliers. Si certains ne le comprennent pas, je respecte leur liberté de nous assigner en responsabilité, défendre leurs propres intérêts, mais qu'ils n'attendent pas de moi, de nous, qu'on veille uniquement à leur intérêt particulier. Si l'intérêt général et l'intérêt particulier peuvent se marier, c'est parfait. Quand il y a conflit entre un intérêt particulier et l'intérêt général l'emporte. C'est pourquoi, vous l'avez peut-être remarqué, une nouvelle aire de jeu est en train d'être installée sur l'allée des pavillons. J'en profite pour saluer le travail des services techniques une fois encore, les remercier. Cette nouvelle aire de jeu devrait être livrée d'ici une dizaine de jours à peu près. Et ce n'est pas un pied de nez, j'insiste, puisqu'on m'a posé la question, pas du tout. Je suis simplement cohérent. Cette allée des pavillons a vocation à accueillir des équipements profitant aux familles. Et donc, on continue à installer ces équipements. Je n'ai pas installé, on ne l'a pas installé devant la maison en question. Non, non, on a veillé à l'éloigner le plus possible, à faire en sorte qu'aucun voisin ne soit impacté par cette aire de jeu. Mais si des cris de gamins qui jouent posent problème aux habitants qui jouent sur des pavillons, je le dis comme je le pense, il faut qu'ils aillent habiter ailleurs. Voilà pour les décisions que je me devais de vous communiquer. Quelques informations maintenant. Quelques informations d'importance diverses. D'abord, première information, s'agissant du dossier IPAC Malta, le dossier de pollution industrielle. Nombreux sont les isonnés à m'interroger sur les résultats des analyses qui ont été réalisées par le bureau d'études sous la surveillance des services de l'État, en me demandant notamment quand est-ce que ces résultats seront communiqués et quand est-ce qu'aura lieu la prochaine réunion publique, puisque je me suis engagé à ce qu'il y ait une nouvelle réunion publique. Après plusieurs demandes de ma part, j'ai obtenu une réponse il y a quelques jours de la part des services de l'État. En gros, les analyses sont allées quasiment à leur terme, pas encore tout à fait à leur terme, mais quasiment à leur terme. 2, c'est rassurant. Pour l'instant, c'est bien moins inquiétant que ce qui était au départ. Les résultats sont plutôt rassurants, m'assurent les services de l'État. Et 3, les résultats dans leur intégralité seront communiqués aux isonnés en septembre. Je n'ai pas la date encore, mais une réunion publique aura lieu en septembre avec les services de l'État, avec le bureau d'études. Et à l'occasion de cette réunion publique, les résultats seront donc communiqués et on pourra formaliser en quelque sorte le fait que, a priori, en tout cas, la pollution est de moindre importance que celle qui était redoutée au départ. On m'a même dit que c'est très rassurant. Je reprends les termes des services de l'État. Les résultats, pour l'instant, sont très rassurants. Voilà. Et je sais que le voisinage de ce terrain, notamment, s'inquiète bien légitimement. Deuxième information, nombreux sont les isonnés à être venus à la réunion publique qui a eu lieu le 15 mai dernier à la salle des fêtes au sujet des problèmes sur le réseau d'assainissement. Le SIAPA était présent, Suez était présent. On a expressément demandé à Suez d'assurer plus de passages des camions pour vider les bâches, ce qui a été fait. Suez a augmenté le nombre de camions et bon, malheureusement, compte tenu des conditions météorologiques de ces dernières semaines, il a encore plu jusqu'à il y a peu. Il continue de pomper, mais j'espère bien que ça va s'arrêter là au cours de l'été. Et par ailleurs, on leur a demandé d'effectuer des travaux et des passages caméra pour analyser l'état du réseau et des travaux sont réalisés depuis plusieurs mois. Vous les voyez régulièrement, là, pour ceux qui font attention. Régulièrement, vous voyez des agents délégués par le SIAPA travailler sur les bâches.
et les passages caméra seront effectués dès que le niveau de la nappe phréatique aura considérablement baissé, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui compte tenu des fortes précipitations de ces dernières semaines. Autre information absolument rageante s'agissant des dépôts sauvages. On assiste alors depuis 2 ans à une augmentation des dépôts sauvages et on assiste depuis quelques semaines à une recrudescence absolument insupportable des dépôts sauvages sur la commune. Récemment, quelqu'un a déposé plus de 200 pneus. Plus de 200 pneus dans un fossé, route d'Anglade, donc dans la Palue, du côté du Doudlojla. Quasiment une centaine, probablement le même soir ou au même moment, quasiment une centaine en haut de la rue Ferrer, près de la voie ferrée. Et évidemment, ces incivilités coûtent cher à la commune. Voilà, alors je rappelle que tous les lundis, les agents municipaux, d'abord, vont ramasser la merde des autres, pardon de le dire comme ça, et ça prend du temps, évidemment. Les gars ont autre chose à faire, mais ils le font. Et ça nous prend ensuite du temps. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, on a quelqu'un d'assez... quelqu'un qui ose, en tout cas, poser 250 pneus dans la nature, évidemment, ça nous coûte non seulement de les retirer, mais en plus de les faire recycler. Puisque nous, les pneus, on ne va pas les balancer je ne sais pas où, vous voyez, on les confie à une entreprise qui va faire en sorte que ces pneus soient recyclés d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça coûte des milliers d'euros à la commune, concrètement. Alors, je ne vous cache pas que l'enquête avance, que les gens sachent que l'enquête avance. On finira par savoir qui c'est. Les sanctions sont exemplaires et les moyens d'enquêter vont être multipliés. Donc je lance un avertissement à tout le monde. Les moyens d'enquêter, les moyens d'investigation sur Izon, s'agissant de ces délits environnementaux, vont être multipliés sur Izon. Voilà, on ne va pas se taire. Monsieur Vessière, je vous en prie. Ouais, je sais pas ça. J'espère que vous allez remonter cette information au SMICVAL, là, qui n'arrête pas de nous mettre des contraintes de passage et qui génère tout ce qu'on voit. Je suis en phase avec vous. J'étais au SMICVAL, hier, il n'y avait personne. Parce que les gens ils sont au bout de leur... Alors, je partage. Je fais remonter, pour répondre à votre question, j'espère que vous faites remonter au SMICVAL, mais je le fais remonter depuis des mois. Je l'ai fait remonter avant même qu'ils mettent en place leur nouveau règlement débile. Donc ils étaient prévenus en amont, ce qui ne les a pas empêchés quand même de mettre en place ce règlement de fonctionnement. Et je ne sais plus quoi faire avec le SMICVAL. Et nous sommes plusieurs maires du territoire à ne plus savoir quoi faire avec le SMICVAL. Moi je pense vraiment, sincèrement, qu'on s'oriente vers un divorce. J'espère le divorce à l'amiable. Il faudrait qu'on évite la voie contentieuse. Mais je pense vraiment que, dans l'intérêt de tout le monde, un divorce s'impose. Et là encore, c'est pas la première fois que je le dis. J'ai fait partie de la délégation de la Cali qui a pu mener la médiation avec le SMICVAL entre la Cali, Izon, Libourne, quelques villes de la Cali et la Cali contre le SMICVAL. Là encore, le tribunal administratif a ordonné une médiation. On a accepté le principe de la médiation. Plusieurs réunions ont eu lieu. On s'est mis d'accord sur un protocole transactionnel. Depuis cet épisode, c'était il y a à peu près 1 an, c'est de pire en pire. Les relations avec le SMICVAL, le mépris du SMICVAL, la surdité du SMICVAL s'aggrave. Et donc je pense que là on est au bout du bout et qu'on s'oriente gentiment, tranquillement, je l'espère, vers un divorce à l'amiable. Voilà. Je n'en peux plus du SMICVAL. Et vous avez parfaitement raison, j'établis à titre personnel un lien de cause à effet entre ce nouveau règlement de fonctionnement du SMICVAL et la multiplication des incivilités, les atteintes à l'environnement auxquelles on assiste depuis quelques mois. Voilà. À titre personnel, j'en ai pas la preuve matérielle, simplement je pense qu'il existe un lien de cause à effet entre la politique conduite par le SMICVAL et les incivilités auxquelles on assiste. Autre information, vous le savez, le PLU est en train d'être modifié, une enquête publique est en cours. Dans le cadre de cette modification, j'ai bien la modification du PLU, à ne pas confondre avec la révision du PLU, rappelez-vous, hein,
On mène bien 2 procédures distinctes, une procédure de modification d'une part, une procédure de révision d'autre part. Dans le cadre de la modification, une enquête publique a été ouverte depuis le 15 juin dernier et elle se poursuivra jusqu'au 30 juillet. J'invite donc évidemment ceux qui sont concernés par le PLU, qui est un document d'urbanisme très important, à venir consulter ce projet de modification du PLU. La commissaire enquêtrice dont j'ai perdu le nom, moi je l'avais pourtant demandé, sera présente en mairie, notamment le 16 juillet, j'ai le 16, je suis désolé. Ah oui, exact. Donc le 15 juillet de 9h à midi, le 16 juillet de 18h à 21h, le 20 juillet de 9h à midi et le 30 juillet de 18h à 21h. Tout ça sera rappelé sur le site internet de la mairie ou sur la page Facebook pour ceux qui ont Facebook. Et donc vous pouvez venir consulter le projet de modification du PLU et faire part de vos remarques à la commissaire enquêtrice. Je répète que cette enquête publique est ouverte jusqu'au 30 juillet. La commissaire enquêtrice s'appelle donc Madame Françoise Bazalgette. Très gentil, très gentil. Autre information peut-être plus légère, les festivités estivales ont démarré, la fan zone à la salle des fêtes fonctionne bien, plutôt pas mal pour l'instant. La dernière fête de la musique a été un succès total et je remercie tous ceux qui sont venus, nombreux vraiment, pour fêter la musique. On a passé un très bon moment, vraie fête populaire. Les marchés gourmands se poursuivent, prochain marché gourmand le 5 juillet, pour l'instant on cartonne. Les Isonnais à l'évidence sont heureux de ces moments festifs. Une fois encore, on l'avait promis et on le fait, et c'est un succès. La fête locale s'ouvre le 19, du 19 au 22 juillet prochain, avec un programme festif en lien avec les associations et avec les commerçants locaux. Donc là encore, j'invite les Isonnais à venir faire la fête. Et puis pour ceux qui partent en vacances, qui sont en galère de carte d'identité ou de passeport, je rappelle qu'on a mis en place un service commun avec la commune de Vert, et que donc ce service commun Vert-Ison est spécialement dédié aux Isonnais, aux Verrés et à d'autres aussi, mais enfin en tout cas c'est beaucoup plus simple d'aller faire son passeport, sa carte d'identité à Vert plutôt que d'aller à Libourne par exemple. Donc j'invite vraiment tout un chacun à se rapprocher de la mairie de Vert, et je crois que j'ai fait le tour des informations, vous me le confirmez, chère Karine. Voilà, chers collègues, y a-t-il des questions peut-être sur tous les sujets que j'ai abordés? Monsieur Vessière, je vous en prie. En fait, les deux questions sont liées. Oui. Non, j'ai pas... Donc, Monsieur Vessière me pose deux questions. D'abord, s'agissant des demandes de subventions nombreuses qu'on a formulées auprès de principalement l'État, mais pas que l'État, pour savoir où on en était. Et ensuite, Monsieur Vessière me demande d'être... comment dirais-je, Madame Irma, je ne sais pas. Non, mais je rigole. Enfin, voilà. Quant à savoir quel serait l'impact d'un changement de gouvernement, notamment s'agissant des subventions, et puis d'une manière générale, s'agissant des rapports entre l'État et les collectivités. Bon. Les demandes de subventions, pour l'instant, on a peu de retours, quelques retours positifs, notamment le retour le plus positif qu'on a eu, c'est sur le changement de parc électrique, s'agissant de l'éclairage public. On a demandé 150 000 euros de subvention. Je crois qu'on a obtenu à peu près 150 000 euros de subvention. Donc là, on fait le plein. Super. Je rappelle qu'on a budgété 354 000 euros, je dis de mémoire, de travaux pour passer le parc d'éclairage public en LED, dans l'intention évidemment d'avoir un meilleur bilan carbone et de moins consommer d'électricité, donc d'alléger nos factures. Et on a demandé sur ces 350 000 euros d'investissement, je le dis de mémoire, je peux me tromper sur les chiffres, mais je ne dois pas être trop loin, on a demandé 158 000 euros, je crois, de subventions. Je crois qu'on les a obtenus de la part de l'État dans le cadre du Fonds vert. Donc ça, c'est OK. Dans le cadre du Fonds vert, on a demandé également, on était très gourmands s'agissant de notre plan paysage, notamment pour aménager des îlots de verdure, des îlots de fraîcheur, pardon. Là, on avait demandé lourd, on a demandé 300 000 euros de subventions. Bon, je me doutais que c'était nettement excessif. Et pour l'instant, les premiers retours que j'ai sont plutôt effectivement très en deçà de ce qu'on pouvait espérer, mais vous aurez remarqué qu'entre-temps, l'État a quand même annoncé des coupes. Et donc je pense que là, on y est, parce qu'il a notamment annoncé des coupes principalement sur son fonds vert. En principe, il devait remettre une rallonge sur le fonds vert finalement.
il y a quelques mois, Bruno Le Maire a dit niet, et donc c'est niet. Et sur les 250 000 qu'on espérait, je crois, ou quelque chose comme ça, on en a que pour l'instant, a priori, on discute de, disons, pour 65 000 euros de subvention. Donc on espérait 3 fois plus. Donc autant dire que là, pour le coup, c'est la douche froide, mais je ne suis pas surpris, ce qui va nous obliger, et là aussi il fallait s'y attendre, mais on l'avait dit en commission, ce qui va nous obliger très probablement à cibler 2-3 projets d'îlots de fraîcheur, plutôt que la dizaine qu'on avait espéré au départ. S'agissant de terrain de rugby, on attend. Donc si, je sais pas, appelez Bernard peut-être. Non, terrain de rugby, c'est vraiment, j'ai aucun retour, j'ai même pas vraiment aucun retour. On avait demandé un peu d'ANS aussi pour la halle sportive, pas de retour. On a l'accusé de réception, c'est pas mal. Le dossier est complet. Le dossier est complet. Donc pas trop de nouvelles pour l'instant. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question, qui répondra en même temps à la première, j'ai peur. Voilà. J'ai peur en tant que maire de ce qui pourrait nous arriver demain, s'agissant de nos relations avec l'État, s'agissant des aides de l'État, s'agissant de la politique fiscale menée par l'État. J'étais loin d'être satisfait jusqu'à présent, c'est peu de le dire, mais je me dis que ça pourrait être encore bien pire demain. Mais évidemment, comme pour l'instant, vous lisez les programmes, on ne pige pas grand-chose, hein, il faut le dire. Et puis il n'y a pas de chiffres, il y en a même qui font programme sans chiffres. Oui, donc c'est quand même balèze quoi, de faire campagne sur des sujets aussi importants sans avoir de chiffres. Donc je ne sais pas, sincèrement je ne sais pas, mais on est plusieurs en tout cas collègues à se dire que ça pourrait être effectivement terrible, que les 18 prochains mois en tout cas pourraient être très très durs. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, sincèrement. On va attendre le résultat des élections et puis on verra bien ce qui se passe après. D'autres questions peut-être? C'est ok pour tout le monde? Bien, on va clôturer ce petit conseil municipal. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un très bel été à ceux qui ont la chance de pouvoir profiter de leur été et beaucoup de courage aux autres. Voilà. Bonne soirée, au revoir.